L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Pascal Roudil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Lot-et-Garonne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Alors oui, bonjour. C'est une association dont le but est de perpétuer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue local et notamment de la résistance qui a été très active en Lot-et-Garonne, par le biais, la plupart du temps, d'expositions sur ce thème-là pour les municipalités du département. D'accord. Et donc, Pascal Roudil, vous êtes un collectionneur, un passionné d'histoire, de cette période de l'histoire. Oui, exact. J'ai commencé à m'intéresser à cette période déjà assez jeune, puisque j'ai un grand-père qui était résistant au groupe Dolé, c'est le groupe de résistants de Saint-Sylvestre. Et voilà, c'est lui qui m'a transmis cette passion, et j'ai effectivement commencé à accumuler, on va dire, les premiers objets qui étaient des objets familiaux à 18 ans, et puis moi j'en ai un peu plus aujourd'hui. Et ouais, depuis 20 ans, c'est souvent des dons, parfois des achats, mais l'idée c'est que chaque objet finalement parle de cette période et notamment de ceux qui ont utilisé ces objets, parce que l'idée, voilà, c'est à partir de l'objet de raconter l'histoire qu'il y a derrière et de ceux qui s'en sont servis. Et puis alors en plus, cette année, c'est une année particulière justement pour la mémoire. À Villeneuve-sur-Lot, il y a justement de nombreux événements en rapport. On est sur l'année des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que pour vous aussi, c'est une année importante ? Oui, tout à fait. Effectivement, là, le 8 mai, c'est le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va, avec notre association, réaliser des expositions donc à la demande de la municipalité de Villeneuve-sur-Lot, donc du 8 mai, donc jeudi 8 mai au dimanche 11, devant le parvis de l'hôtel de ville de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, il y aura pas mal de choses à voir. Il y aura des véhicules d'époque, il y aura donc des mannequins en tenue, en uniforme, il y aura beaucoup de choses à voir. Et ensuite, cette exposition se transporte sur Fumel, là aussi à la mairie de Fumel, au château mairie de Fumel, pendant une semaine, donc du lundi 19 mai au samedi 24. D'accord. Voilà. On redonnera ces informations aussi en fin d'émission. On voulait aussi vous donner la parole aujourd'hui, Pascal Roudil, parce que vous nous avez transmis de vos travaux, de votre travail, de vos recherches concernant un parachutage qui a eu lieu à Sainte-Colombe de Villeneuve le 6 mars 1943. Est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire qui est un peu un symbole de courage, et puis on est en 2025, qu'il ne faut pas oublier aussi ces hommes qui se sont engagés avec courage pour leur patrie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, alors ces hommes qui ont été parachutés à Sainte-Colombe de Villeneuve, ils étaient 3. Donc c'est dans la nuit du 5 au 6 mars 1944 qu'ils ont été parachutés. C'était l'équivalent d'agents secrets, c'était des agents secrets de l'époque, formés en Angleterre et parachutés ici pour chapeauter finalement les réseaux de résistance et notamment polonais, puisqu'il y avait pas mal de Polonais émigrés suite à la défaite de la Pologne face à l'armée allemande. Et donc ces Polonais faisaient beaucoup de renseignements finalement, et donc ces agents étaient là pour encadrer ces réseaux et notamment ensuite communiquer les renseignements à Londres via des radios clandestines. Ces 3 agents, effectivement, ont été parachutés ici, même si leur mission, c'était plutôt dans le nord de la France qu'elle devait s'effectuer, puisque leur mission principale était de repérer les rampes de lancement des missiles V1 et V2 qui étaient des armes de représailles mises au point donc par les nazis pour bombarder l'Angleterre. Et donc voilà, leur mission principale, c'était celle-ci, qu'ils ont effectuée, qu'ils ont rempli cette mission, puisque sur les rapports qu'ils ont envoyés à Londres, 93 ont été classés comme prioritaires absolus, et Londres, suite à ces rapports finalement et à ces localisations de rampes de lancement, a effectué, je crois, 100 et quelques bombardements précis sur ces lieux finalement signalés par cette équipe d'agents polonais. Alors
cette équipe, donc ils étaient 3. Donc le chef d'équipe finalement était le lieutenant Wozni, qui était chef de réseau finalement, qui avait pratiquement la quarantaine déjà. Et il avait donc un adjoint, le sous-lieutenant Gribowski, qui a rencontré un problème lors du saut. Un problème à son parachute s'est pas ouvert correctement et il est décédé à l'atterrissage sur le coup à Sainte-Colombe-de-Villeneuve. Et donc il y avait un troisième parachutiste, qui avait la fonction de d'opérateur radio clandestin, qui était Edmond Bomba, qui lui a pu effectuer sa mission comme Wozni. Disons, ce qui m'a intéressé, c'est que effectivement c'est cette tombe dans le cimetière de Sainte-Colombe-de-Villeneuve qui m'a interloqué, la tombe de Joseph Gribowski. Voilà, une tombe d'un sous-lieutenant polonais ici à Sainte-Colombe-de-Villeneuve, dans ce petit village. Ça m'a fortement intrigué. Donc j'ai commencé à faire. Je suis parti de là finalement. Ça a été mon point de départ. Et donc ensuite, il a fallu consulter des archives en Angleterre, les archives donc des services secrets anglais qui sont maintenant ouvertes, donc qui donnent pas mal d'informations. Les rapports des pilotes qui ont largué les 3 parachutistes, effectivement, qui donnent pas mal aussi d'informations. Donc normalement, ils étaient attendus. Par exemple, ce parachutage devait avoir lieu près de Sambas, donc sur une zone de parachute, une zone de saut qui avait été définie à l'avance, qui avait été repérée. Mais ce soir-là, en fait, le comité de réception, c'est-à-dire les résistants sur place, n'avaient pas réussi à mettre en place les feux de balisage du terrain. Et donc le pilote, voyant que les feux n'étaient pas allumés, a fait demi-tour. Finalement, est revenu vers Villeneuve et les a largués, comme ils disent en anglais, blind, c'est-à-dire à l'aveugle, sans comité de réception au sol. Et donc là, ils ont dû se débrouiller finalement pour retrouver par leurs propres moyens. Mais ils y étaient formés. Ça leur a pas posé particulièrement de soucis de retrouver finalement leurs points de contact locaux, c'est-à-dire des émigrés polonais qui étaient sur place. Et donc avec eux était largué beaucoup de matériel. Donc il y avait 8 containers remplis de armement, matériel radio, médicaments, argent aussi, parce que souvent ils avaient pas mal d'argent avec eux pour pouvoir financer leurs actions. Donc c'est ce matériel finalement, du fait du décès d'un des agents, n'a pas pu être complètement évacué de la zone de saut, et donc il a été camouflé dans les fermes aux alentours avant la venue, justement le lendemain, puisque le lendemain les feldgendarmes d'Agen sont venus sur place, et donc ils ont été prévenus, on ne sait pas trop par qui. En tout cas, voilà, même les gendarmes de Villeneuve se sont déplacés. Ils étaient un petit peu contrariés que les feldgendarmes d'Agen aient été prévenus, puisqu'ils prenaient le pas par rapport à eux, quoi, finalement. Et donc, ils ont récupéré tout ce qui était encore sur place. Ils ont fouillé le corps de Joseph Gribowski, enfin sa tenue de saut. Ils ont retrouvé ses papiers qui étaient faux, bien sûr, ses faux papiers, son arme personnelle. Voilà, et donc ils sont partis avec tout ce qu'ils ont retrouvé sur place, et ils ont donc laissé à la charge du maire l'inhumation du parachutiste. D'accord. Donc au final, est-ce que les 2 autres parachutés ont réussi leur mission ? Oui, leur mission a été un véritable succès. Donc pour rejoindre le nord de la France, ils ont tout simplement pris le train à la gare d'Agen, puisqu'ils avaient des faux papiers, donc ils se déplaçaient comme tout le monde en civil, par le train. Ils sont remontés jusque donc dans le nord de la France. Donc ils ont repéré, je retrouve les chiffres, 173 rampes de lancement de missiles V1, 5 rampes de lancement de V2 et 17 transports de missiles. Voilà, donc dans leur rapport. Et il y a eu ensuite 120 bombardements ciblés de l'aviation alliée sur ces sites repérés par Wozni et son réseau. Et donc ces informations étaient transmises par Bomba et d'autres, ils étaient plusieurs radios clandestins, étaient transmises à Londres. Voilà. Et donc par contre la Gestapo a bien pris conscience finalement que ce réseau finalement leur portait énormément de tort, et donc ils ont axé leur recherche sur ce réseau à l'été 44, finalement en juillet et août 44, et pratiquement tous les radios, donc il y avait 5 radios dans ce réseau, 4 ont été arrêtés, dont Bomba en juillet 44, et donc il a été torturé comme souvent, il a été déporté à Buchenwald. Par contre, Bomba a survécu à la déportation, puisqu'il a été libéré en 45 par les Américains à la libération du camp, et après-guerre il s'est installé aux États-Unis, à Floride. Voilà, ça c'est pour le radio Bomba. Par contre, donc le chef de réseau Wozni, lui, donc
coordonnait finalement l'action je sais pas, il avait peut-être sous ses ordres quelque chose comme 150 personnes qui collectaient les renseignements, et lui finalement centralisait tout ça et jugeait et triait les renseignements pour estimer quels étaient les plus importants à envoyer en priorité à Londres. Voilà son rôle. Et alors donc lui, Wozni est tombé finalement dans une souricière tendue par la Gestapo. Il a essayé donc il avait un rendez-vous chez un ami, sauf que cet ami avait été repéré par la Gestapo et la Gestapo a voulu l'arrêter. Il a tenté de s'enfuir en prenant le large entre guillemets par les jardins, sauf qu'on lui a tiré dessus. Enfin, un policier de la Gestapo l'a blessé à la jambe. Il pouvait plus marcher, donc il a préféré, plutôt que de tomber vivant aux mains de la Gestapo, il a préféré avaler sa capsule de cyanure, puisque tous ses agents avaient sur eux une capsule pour se suicider en cas d'arrestation. C'est ce qu'il a fait. D'accord. Donc il a enterré Wozni, donc est décédé dans le nord de la France, à Montigny en Ostrévan, où il est enterré toujours de nos jours. D'accord. Donc voilà, justement aujourd'hui des actions courageuses de ces hommes, eh bien il reste leur tombe, donc celle que l'on retrouve aussi à Sainte-Colombe de Villeneuve. On l'a dit avant de commencer cette interview, une pierre tombale aussi qui a été restaurée, refaite par justement les associations de combattants, c'est bien ça ? Oui, c'est les associations de souvenirs mémoriels qui s'appelle donc le Souvenir français, qui entretient finalement les tombes des soldats tombés pendant les conflits, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc cette tombe, effectivement, a été réhabilitée et entretenue, mise en valeur par le Souvenir français dans ce petit cimetière de Sainte-Colombe. Donc c'est juste, voilà, si vous avez l'occasion d'y passer, c'est juste à côté de la mairie de Sainte-Colombe. Vous avez l'église, et au pied de cette église se trouve cette tombe un peu particulière. Tout à fait, puisque voilà, elle est écrite en polonais, donc forcément, voilà, c'est particulier. Et puis il reste aussi de cette histoire la balise radio. C'est bien ça. C'est vous qui êtes en possession. Oui, tout à fait. C'est donc une balise qui a été retrouvée. Alors c'est un système pour l'époque révolutionnaire. C'est une sorte de balise de radioguidage finalement qui se place au sol et qui guide l'avion, qui est équipé d'un système similaire dans le nez de l'avion, qui guide l'avion et les pilotes vers la balise au sol. En fait, les deux balises communiquent entre elles, et voilà, c'est un système de radioguidage qui est pour l'époque extrêmement secret, puisqu'elle était même munie d'un système d'autodestruction à l'intérieur pour au cas où voilà, les agents voient qu'ils allaient tomber aux mains de l'ennemi et donc puissent la détruire rapidement. Et donc cette balise a été cachée finalement à proximité du lieu de parachutage. Alors on ne sait pas trop pourquoi, parce que pourquoi les deux agents finalement survivants n'ont pas emporté cette balise avec eux, pourquoi elle est restée sur place, est-ce qu'ils l'ont perdue au moment du saut, c'est possible. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gendarmes d'Agen ne l'ont pas trouvée, parce que alors là, sinon c'est certain qu'ils ne l'auraient pas laissée sur place. Oui. Et elle est restée cachée pendant 76 ans dans une grange. Ah oui. Jusqu'à dans une grange. Le niveau de la grange était remonté de plusieurs centimètres à cause de la paille, des années de paille tassée, et finalement la balise était sous le niveau du sol. Donc il a fallu creuser un petit peu pour la remettre au jour. Et donc c'est une pièce unique et qui finalement permet d'évoquer l'histoire de ces trois agents. Voilà. Donc après ça a été ce système par exemple qui a été utilisé lors du débarquement en Normandie pour baliser les zones de saut des parachutistes américains et un petit peu anglais aussi, mais surtout américains. Les fameuses opérations aéroportées américaines là sur Sainte-Mère-Église, etc. Donc ils avaient les éclaireurs américains étaient équipés de ce système. Bon, ça n'a pas trop bien fonctionné en Normandie à cause de la flaque allemande, mais voilà, c'était un système vraiment très sophistiqué et extrêmement rare pour l'époque. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours une pièce assez rare. D'accord. Oui, puis de garder ces objets, c'est un peu comme un témoignage concret aussi de cette histoire. Tout à fait. Ça permet finalement, comme je dis, de parler de la balise radio, permet finalement en extrapolant de parler de ces trois personnages qui ont finalement donné pour leur vie, qui étaient prêts à donner leur vie pour libérer l'Europe du nazisme. Donc voilà, ça. Donc cette balise, elle est exposée lors des différentes expositions de l'association, et avec bien sûr un descriptif d'où elle vient et où est-ce qu'elle a été retrouvée. D'accord. Et justement, comme on arrive au terme de cette émission, Pascal Roudil, est-ce que vous pouvez nous redonner donc les prochaines expositions à découvrir ? La première, c'est à Villeneuve-sur-Lot, c'est bien ça, du 5 au 11 mai ?
Non, la première donc à Villeneuve-sur-Lot, c'est du 8 mai. Ça débute le 8 mai et ça se finit le dimanche 11. Ouais, là, c'est bien ça pour la fin, donc le dimanche 11, du 8 au 11 mai, devant le parvis de l'Hôtel de Ville de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, où il y aura cette expo, plus aussi des véhicules de la Seconde Guerre mondiale, puisque là, l'idée c'est de célébrer la résistance, mais aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des armées alliées sur l'Allemagne nazie. Et puis après, c'est la même exposition qu'on retrouvera à Alors, Fumel? pas tout à fait, mais ça va évoluer un petit peu, mais c'est ça, on va retrouver la même chose donc à la mairie, donc au château mairie de Fumel, donc du lundi 19 mai au samedi 24 mai. Et bien en tout cas, merci beaucoup Pascal Roudil de nous avoir partagé cette histoire et comme vous l'avez dit, c'est l'occasion de saluer le courage et l'engagement de ces hommes prêts à tout donner, y compris leur vie pour la liberté. La nôtre, même 80 ans après, c'est encore voilà des histoires importantes et voilà, et on a l'actualité aussi qui nous montre qu'il ne faut pas oublier. Merci à vous Pascal Roudil. Merci à vous, bonne journée. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.